L'épisode 5 aborde la fin de la première saison en beauté, avec un rebondissement inattendu, des moments forts pour les personnages et le retour tant attendu d'un certain clown dansant. Allons, c'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. Dès le départ, le retour de Matty constitue un excellent retournement de situation. Miles Eckhard livre une performance magistrale, incarnant à la perfection le traumatisme d'être piégé dans les égouts avec Gripsou. Il est peint comme un linge, visiblement secoué, et semble avoir pris des années depuis sa dernière apparition. Les enfants du nouveau club des ratés sont tous incroyablement attachants, mais leur hésitation à aller voir la police occupe une place démesurée. Les films avaient mieux réussi à montrer l'incompétence des adultes et à laisser les enfants se débrouiller seuls pour affronter le monstre. La série, elle, éprouve le besoin constant de trouver une nouvelle excuse pour ne pas prévenir la police. Cette fois-ci, Matty refuse d'aller à la police car elle craint d'être obligée de retourner chez son père. Bien que ces explications, à n'en plus finir, commencent à devenir répétitives, la série apporte un regard neuf sur la relation des adultes avec Gripsou. Dans les films, il est assez évident que les adultes de Derry ferment les yeux sur le règne de terreur de Ça. Mais dans la série, on voit des personnages comme Leroy Hanlon et Dick Halloran découvrir la menace que représente Ça, et réagir de manière beaucoup plus rationnelle que les autres adultes qui les entourent. En particulier, leurs collègues militaires, qui veulent utiliser cette entité surnaturelle comme une arme. Le fait que les personnages de couleur, Rose, Halloran, Lee Hanlon, etc. soient les seuls adultes à prendre la menace au sérieux en dit long sur le message social poignant de Bienvenue à Derry. Cela s'inscrit dans le commentaire racial de la série, contrastant son histoire d'événements horribles avec le mouvement des droits civiques alors en cours. Cela reflète la lutte contre les inégalités au XXe siècle en montrant que seuls ceux qui sont personnellement touchés par l'horreur en comprennent la gravité. La série joue avec le feu en s'éloignant du roman de Stephen King, et pas seulement parce que ce n'est pas comme ça dans le livre. Adapter la période pour qu'elle corresponde aux adaptations cinématographiques de Andy Muschietti, rien d'extraordinaire. Mais la série prend de grandes libertés avec l'intermède historique relativement simple qui constitue la base de l'intrigue de cette saison. La série ne se contente pas d'amplifier le rôle du canon préexistant, comme la présence de Dick Halloran à Derry, mais intègre également des idées et des intrigues d'autres œuvres de King pour étoffer l'univers. Cette dernière approche avait d'ailleurs servi de base à la série Castle Rock de Hulu, il y a quelques années. Bienvenue à Derry n'a pas toujours su parfaitement intégrer toutes ses références et influences, mais quand ça fonctionne, c'est réussi. Pour mettre cette alchimie à l'épreuve, rien de mieux qu'une descente dans les égouts de Derry. Cet épisode représente une autre collision significative entre les adaptations et les inventions de la série, redoublant d'efforts pour atteindre des objectifs efficaces. Après le terrible événement de Marge avec Ça la semaine dernière, qui s'est terminé par une cicatrice, les retrouvailles deviennent un thème central de l'intrigue des enfants dans cet épisode. Marge couvre Lily, visiblement coupable auprès des autres, après l'attaque, et les deux se réconcilient, car l'amitié entre Lily et Marge semble être l'une des plus authentiques de la série. Mais le retour de Matty Clements, tout droit sorti des égouts, est bien plus important pour les événements de cette semaine. Matty raconte avoir été retenu prisonnier des égouts pendant plusieurs mois, comme une friandise pour Gripsou. Sa révélation que Phil est toujours en vie pousse les enfants à entreprendre une mission de sauvetage jusqu'au repère de Ça. Lily, en véritable leader, demande à ses amis de se demander s'ils sont soit des ancres, soit des bouées de sauvetage, lorsque leurs proches ont besoin d'aide. Le plan du général Shaw, visant à réduire la cage autour de Gripsou en récupérant les piliers et les liens qu'il semble prêt à rompre avec Rose pour le mettre en œuvre, continue de déconcerter. De plus en plus, cela ressemble davantage à un problème d'écriture du personnage qu'à un problème de mécanique de l'opération elle-même. L'idée que des fragments qui se sont écrasés sur Terre pourraient repousser ou contenir Gripsou est peut-être hors du cadre du roman Ça. Mais la logique est assez simple et, de toute façon, les plans les mieux conçus des militaires tournent souvent très mal dans les histoires de King. James Remar a fait un excellent travail en conservant un Shaw attachant, même lorsqu'il fait des choses répréhensibles. Mais maintenant que l'action se concrétise et qu'il y a un plan pour partir à la recherche des piliers, il laisse entrevoir des revirements un peu trop rapides, qui semblent incongrus avec sa nature mesurée. Il prépare même un plan de secours pour un nettoyage généralisé de la ville au cas où leur mission échouerait, ce qui laisse présager des conflits terribles à venir. Toutefois, j'adore la relation entre le général Shaw et Rose. Avant l'arrivée de Rose, Shaw n'était qu'un bureaucrate militaire ordinaire, un archétype monotone, vu et revu dans d'innombrables films et séries. Mais son histoire avec Rose le rend plus complexe et attachant. Remar et Norris ont une alchimie spectaculaire, et il est fascinant de voir comment leurs mésaventures d'enfance avec Gripsou les ont marqués de manière très différente.
L'épisode nous offre un aperçu plus approfondi de la relation étroite entre Rose et son neveu Taniel, révélant que ce dernier est destiné à devenir le gardien de la dague. C'est un rôle archétypal pour Taniel qui semble préfigurer la décision de Mike Hanlon de veiller sur la ville après la défaite de Gripsou par les ratés durant leur enfance. Est-ce un peu ridicule que la dague brille pour Gripsou comme d'art pour les orques dans le Seigneur des Anneaux? Oui, absolument. Mais à mesure que nous nous rapprochons de plus en plus de l'augure, un terme introduit cette semaine par la série pour désigner le massacre qui met fin au cycle d'alimentation de Gripsou, l'utilisation de ces éléments d'intrigue imprévisibles reste un pari qui vaut la peine d'être mené à son terme. Surtout après que Lily ait survécu de justesse à sa rencontre avec Gripsou grâce à la capacité de la dague à le repousser. L'épisode introduit un nouveau rebondissement dans l'expédition des enfants dans les égouts pour sauver Phil. Chacun d'eux prend 3 petites pilules, les pilules du bonheur que Lily a volées à sa mère dans l'espoir de calmer leur peur et de les protéger de Gripsou. C'était une épée de Damoclès pharmaceutique monstrueuse à faire planer au-dessus de la tête d'enfant. Un pari risqué, mais en pratique, la drogue des enfants semble être un ajout superflu. Les égouts sont déjà l'endroit le plus dangereux de Derry, et Gripsou peut déjà créer des cauchemars illusoires. Il aurait fallu vraiment s'immerger dans le point de vue spécifique et amplifié d'au moins un des enfants pour que cette idée fonctionne. Au lieu de cela, les enfants sont simplement chancelants, ont des difficultés d'élocution et voix double, une occasion manquée assez importante, mais peut-être que les pilules de maman reviendront plus tard dans la saison pour une rédemption. La scène des égouts, du point de vue des soldats, bénéficie d'une excellente ambiance grâce aux lumières rouges fixées sur leur corps et aux faisceaux jaunes foncés de leur lampe torche. Toutefois, leur élimination un par un n'a pas un grand impact, et la blague de l'oncle Sam paraît un peu trop mièvre. Le chaos force néanmoins Leroy Hanlon et Dick Hallorann à prendre conscience de l'ampleur du danger qui les menace. Leroy a peut-être été recruté pour l'opération pour son courage inébranlable, mais le fait d'avoir failli abattre Will parce qu'il le prenait pour un monstre et d'avoir tué son meilleur ami Polly par la même occasion va le contraindre à admettre qu'il ne pourra peut-être pas mener à bien cette mission uniquement grâce à sa détermination. Hallorann est lui aussi en proie à des difficultés, les forces psychiques oppressantes auxquelles il est confronté sous Derry, ravivant des traumatismes qui ont refait surface ces derniers épisodes, son enfance auprès de son grand-père sadique. La capacité de Dick à refouler les fantômes du passé, comme celui de son grand-père dans des mécanismes de défense mentale, est un élément intéressant du passé du personnage. Introduit dans Dr. Sleep et réutilisé ici. Dick a eu l'impression de maîtriser la plupart de ses rencontres surnaturelles jusqu'à présent, et la mise en scène de cette perte de contrôle dans la série, avec un élément tiré de l'œuvre de King, offre un contrepoint parfait à tout le folklore original dont les scénaristes ont enrichi l'histoire. La série s'est faite discrète en ne faisant pas intervenir Bill Skarsgård, et cela a été un atout. Que ce soit dans le roman ou dans les films, ça repose autant sur la menace omniprésente et l'influence de Gripsou que sur les assauts du monstre. Mais le moment était venu et il était là. Alors que les enfants et les soldats convergent vers les égouts, Gripsou surgit des ténèbres, ou plus précisément de son illusion de Mati, pour son dîner. Et oui, le garçon qui était retourné au château d'eau de Derry après avoir été enlevé dans le premier épisode n'était autre que Gripsou, qui a pris cette forme depuis le début. Le seul bémol de l'introduction de Skarsgård réside dans la dernière image de son émergence de l'illusion de Mati, qui projette un étrange reflet scintillant derrière lui, lui donnant un air bizarre jamais vu auparavant. En revanche, côté performance, toujours aussi glaçant et sûr de lui dans la maîtrise des rythmes inquiétants du clown, Skarsgård n'a rien perdu de son talent pour incarner Gripsou. L'un des points forts de cet épisode est que tout le monde se retrouve dans les égouts aussi rapidement, mais ce rythme effréné donne l'impression que l'intrigue de Hank est un peu artificielle. Hank est presque tué par le père de Phil et Suzy alors qu'il est conduit à la prison de Shawshank, un acte de violence qui sert surtout à donner à Charlotte l'occasion de remarquer une autre illusion de ça sous la forme d'un policier de Derry. Charlotte reste plutôt en retrait cette semaine, réfléchissant à ses prochaines actions. Après que Leroy a décidé de la transférer, elle et Will à la base militaire, la violence commence à éclater en ville. Après l'attaque du bus pénitentiaire par Gripsou, hors champ et la libération de Hank, on découvre l'identité de la mystérieuse amante chez qui il se réfugie, Ygritte Kirch, l'allié de Lily de Juniper Hill. Après avoir vu son mari Stan, le boucher de Derry, la réprimander pour une transgression aussi mineure que d'avoir trop cuit son steak, la crainte de Hank d'être découvert avec Ingrid semble justifiée. Les sous-entendus ratios de la haine qui règne en ville sont essentiels pour que la série continue de les mettre en place, compte tenu de la direction que prend celle-ci. Mais sans véritable lien avec les événements plus urgents qui se déroulent sous terre, la fuite de Hank alourdit le rythme de l'épisode cette semaine. En revanche, la révélation que l'amante de Hank est amie de Lily et Madame Kirch, cela incite le public à s'interroger sur ses motivations, notamment lorsqu'elle proteste trop contre l'exploration des égouts par Lily.
Alors que l'enquête menée par ces jeunes courageux se heurte à une sombre conspiration gouvernementale aux abords de la ville et que les monstres commencent à apparaître, il est difficile de ne pas faire le parallèle avec Stranger Things. Mais ce qui distingue cette série de Stranger Things, c'est ce qui distinguait déjà les films. Stranger Things propose une vision très romantique et nostalgique du passé, tandis que les films Ça et la série ont su déconstruire avec brio l'idéalisation de leur contexte historique. Bienvenue à Derry dépeint le début des années 60 dans toute sa noirceur, les préjugés omniprésents, la société patriarcale et le mépris affiché pour la santé mentale. Malgré des effets spéciaux numériques un peu bâclés, elle n'est toujours pas très effrayante. Sérieusement, aurait-il été si difficile de créer un oncle Sam zombie avec des effets spéciaux traditionnels? Mais, même si l'épisode ne fonctionne pas vraiment comme une série d'horreur, elle fonctionne parfaitement comme drame. Des retrouvailles touchantes entre Lily et Marge au flashback poignant d'Halloran face au grand-père violent, cet épisode offre un développement des personnages très réussi. Pour le coup, je préfère largement regarder une série d'horreur avec des personnages attachants et peu de véritables moments de frayeur qu'une série d'horreur avec beaucoup de frayeur mais des personnages terriblement superficiels. Gripsou force ses victimes à affronter leurs peurs les plus profondes avant de tenter de les dévorer. C'est ainsi que Dick Halloran est confronté à une vision terrifiante, mêlant ses traumatismes d'enfance et ses craintes les plus sombres liées à son don. Dans cette vision, il se retrouve face à son grand-père qui menace d'ouvrir sa boîte. Lorsque sa grand-mère lui demande de résister, son grand-père, pour lui donner une leçon, ouvre lui-même la boîte. L'épisode ne révèle pas explicitement le contenu de la boîte, mais laisse entendre qu'elle renferme quelque chose d'important. Difficile de ne pas y voir une représentation visuelle du pouvoir de boîte que possèdent ceux qui ont le don. Dans Dr. Sleep de Stephen King, ce même pouvoir est introduit par Dan Torrance, qui peut construire des boîtes mentales pour emprisonner les forces du mal. Halloran semble utiliser ce même pouvoir depuis son enfance pour piéger de nombreuses forces maléfiques. Cependant, après avoir pris le contrôle de son esprit, Gripsou le manipule pour qu'il ouvre la boîte et libère tout le mal qu'elle renferme. Cela semble non seulement rendre Gripsou beaucoup plus fort, mais aussi libérer d'autres fantômes et esprits enfouis depuis longtemps, qui n'auraient jamais dû hanter le monde des humains. Contre toute attente, Halloran aperçoit le fantôme de Polly vers la fin de l'épisode et remarque que ses pupilles sont devenues blanches. Il comprend alors que Polly est mort et que son fantôme erre sans but dans le monde des vivants. Halloran est de plus en plus inquiet et confus après avoir vu Polly, car il semble réaliser que Gripsou a peut-être ouvert le portail entre les vivants et les morts qu'il semblait avoir maintenu scellé par la boîte. Cette porte ouverte permettra probablement à de nombreuses forces maléfiques des enfers de s'infiltrer dans le monde des humains dans les épisodes suivants. Ceci, à son tour, aidera Gripsou à répandre sa terreur à travers Derry, même s'il ne peut physiquement s'échapper de sa cage. Vivement la suite, on peut se dire que les derniers épisodes vont être incroyables, c'est sûr, clair et net. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu as pensé de cet épisode? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire, sinon comme d'habitude, bisous bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.